Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'émission du soir, une émission de culture et de littérature. Je suis Articulé Oblivion et ce soir j'ai le plaisir de recevoir Gaeos, membre du collectif Archives Fondation SCP. Bonsoir Gaeos. Et bonsoir. Donc, Archives Fondation SCP est une chaîne YouTube qui appartient à la Fondation SCP, qui compte un peu plus de 53 000 abonnés au dernier compte, active depuis 2015. Est-ce que jusqu'ici toutes ces informations sont exactes? Depuis le 13 janvier 2015 pour être exact. C'est très précis. Oui, à 21h15. C'est vrai ça? Je ne pense pas. Ah, je vois. Et du coup, vous-même, Gaeos, êtes vidéaste sur YouTube et vous comptez environ 16 000 abonnés, il me semble. Environ, un peu moins. Ça fluctue, mais pas dans le bon sens. Ah, je vois. Eh bien, nous allons d'abord nous concentrer sur le collectif Archives Fondation SCP, puisque nous sommes là pour parler de ça, et dans un second temps, si vous voulez qu'on revienne sur votre chaîne, on pourra en parler, ça ne me pose aucun problème. Tout à fait. Mais avant toute chose, au cas où il y aurait des non-initiés ici, que veut dire l'acronyme SCP? Alors, ça dépend le contexte. En français, on dit généralement que SCP, c'est pour sécuriser, contenir, protéger, mais en réalité, SCP est un acronyme qui vient de l'anglais, qui veut dire Special Containment Procedure. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut juste dire procédure de confinement spéciale. D'accord, donc ça rejoint quand même un peu la version française, même si c'est pas une traduction fidèle, d'accord. Alors, je dois avouer, je ne m'y connais pas du tout. Pouvez-vous commencer par présenter rapidement ce qu'est la Fondation? Alors, présenter rapidement, ça va être compliqué, parce qu'il y en a un qui a fait ça sur YouTube récemment, et la vidéo faisait 1h40. Alors, pour présenter rapidement, du mieux que je puisse, alors il y a deux histoires. Il y a l'histoire réelle de comment ça a été créé sur Internet, et l'histoire du lore. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? On va faire les deux, l'une après l'autre, en évitant de mélanger les deux, sinon ça va être compliqué. Alors, commençons par l'histoire d'Internet, c'est le plus simple. La Fondation SCP, à la base, c'est quelqu'un qui avait écrit une petite creepypasta sur le 4chan, qui avait beaucoup plu. C'était SCP-173, et ça parlait d'une statue qui était enfermée dans une pièce, et que si on la regarde pas, elle peut bouger. Le format était spécial, était présenté comme un rapport scientifique, et ça avait tellement plu qu'il y a tout plein de gens qui se sont dit super, on va en faire d'autres sur ce principe, et c'est ainsi qu'est née la Fondation SCP il y a à peu près 10 ans. Dans l'univers du lore, c'est une société secrète qui est ancrée dans le monde réel et qui est là pour analyser, étudier et cacher aux yeux du grand public la normale. J'ai résumé dans les très très grandes lignes, que les puristes me pardonnent. D'accord. Donc, c'est un univers du coup de fiction qui se constitue de rapports qui prennent place directement dans cet univers, donc uniquement à travers des œuvres intradiégétiques. Et du coup, au sein de cette fondation, enfin au sein de, par exemple, votre collectif, vous vous représentez des personnages dans cet univers de fiction du coup. Alors, personnage, je dirais non, mais disons que le format de notre chaîne s'intègre dans l'univers. Parce que ce qui est intéressant dans la Fondation SCP, on parlera sûrement du lore plus tard au cours de cette interview, mais ce qui est un point commun intéressant, c'est que la plupart des gens jouent le jeu et tout est présenté de manière c'est réel, parce que l'univers de la Fondation SCP s'intègre pas dans un monde parallèle ou dans une dimension distincte, bien que certains rapports si, mais ça s'intègre dans le monde réel, actuel de maintenant de la planète Terre, et certaines informations du monde réel, comme par exemple un tsunami, sont expliquées dans le lore de la Fondation comme étant dues à la normale. Ce qui fait que beaucoup de chaînes SCP, dont la nôtre, se présentent comme étant de réels rapports, de réelles adaptations et de réelles vidéos présents au sein de la Fondation SCP. Du coup, tous les membres ne représentent pas des personnages de la Fondation, mais au moins les doubleurs sont présentés comme étant des membres de la Fondation en tant que personnages de cet univers du coup. Bah oui, nous jouons des personnages de l'univers, des rapports, des contes et tout. Nous ne faisons pas de rajout nous-mêmes et on s'intègre de manière très roleplay. D'accord, donc plus précisément en ce qui concerne du coup la chaîne YouTube dont nous parlons, quel est son but sur YouTube? Alors, le but, d'après le fondateur de la chaîne, à savoir Mika, et d'adapter en vidéo l'intégralité des rapports présents sur le site. Sachant qu'il y en a près de 10 000,
Je doute de la faisabilité du projet, mais je le salue. Mais sinon, le but actuel de la chaîne, c'est de présenter au grand public des rapports et des comptes en étant extrêmement fidèle. C'est un point d'honneur qu'on a dans la chaîne, mais même si certains nous le reprochent, c'est qu'on ne modifie pas les textes, on ne crée pas de trucs nous-mêmes, on fait juste de l'adaptation mot pour mot en format vidéo. Certes, ça fait pas vraiment de la valeur ajoutée en termes de contenu, mais on se fait en sorte de faire un doublage de qualité, des montages visuels qui envoient du pâté. Et au moins, ça permet aux personnes qui ne sont pas trop familiers avec la lecture de gros textes de pouvoir découvrir l'univers. D'accord, je reviens vite fait sur le fait que vous parliez de 10 000 rapports, c'est sur le site de la branche française ou est-ce que c'est au total? Alors, c'est au total, c'est en comptant toutes les branches. Sur la branche anglaise, qui est également la branche principale, on est actuellement à je sais plus comment on dit, mais c'est la 5e tranche, voilà, la 5e page, et une page compte 1000. Donc, dans la branche principale, il y a plus de 5000 rapports, et en éditionnant les branches françaises, portugaises, japonaises, russes, etc., on arrive au compte d'à peu près, enfin non, pas à peu près, un peu plus de 10 000 rapports. Et c'est D'accord. sans compter les comptes. D'accord. En effet, ça fait beaucoup de contenu à explorer. Beaucoup. Vous avez dit branche anglaise, anglophone, vous voulez dire? Tout à fait. Tout à C'est-à-dire fait. ça englobe plutôt les Américains que les Anglais, je suppose. Ils sont Oui, un peu c'est. plus nombreux. Alors, j'ai pas les chiffres exacts, mais ça doit traîner quelque part. Mais oui, il y a beaucoup d'Américains. Sachant qu'il y a également une branche internationale qui, elle aussi, est décrite en anglais, mais qui n'est pas considérée comme la branche anglaise. Parce qu'elle a pour vocation à être une collaboration entre les différents pays, entre les différents auteurs de différents pays, et d'être plus facilement traduisible. D'accord. Et du coup, combien de vous a travaillé sur cette chaîne et comment vous organisez-vous? Alors, sur cette chaîne, bah pareil, ça fluctue. Il y a des membres qui partent parce qu'ils n'ont plus le temps à cause des études et du travail. Il y a des membres qui arrivent parce que on cherche dans certaines catégories. Mais on tourne à peu près autour d'une trentaine de membres. Pour la question de l'organisation, là aussi, il y a beaucoup à dire. Je sais pas si tu connais le serveur Minecraft dont j'ai oublié le nom, qui est totalement anarchiste et dont les gens sont fascinés par l'histoire et quand il divise en plusieurs aires, alors qu'il n'y a aucune preuve écrite ni réelle organisation. Ben, pour moi, le collectif, c'est un peu ça. Parce que je suis arrivé il y a à peu près un an et demi. Oui, par là. Et à l'époque où je suis arrivé, ben, ça existait depuis 4 ans. Et il n'y avait aucune organisation, en fait. Il y avait Mika, le responsable principal, qui se chargeait de transmettre des informations entre les membres et d'encourager les gens à créer. Mais c'était chaotique. Il y avait des monteurs, des doubleurs, des dessinateurs qui étaient là, ils discutaient entre eux, mais il n'y avait aucun support. Du coup, au bout d'un moment, forcément, Mika, malgré toute sa patience, sa persévérance et tout, bah, il n'y arrivait plus. Donc, on a proposé une grosse réforme du collectif, et maintenant, le collectif se divise en 3 branches. La branche des monteurs, la branche des doubleurs et la branche des dessinateurs. Chaque branche est dirigée par un responsable qui va se charger de distribuer le travail, de faire remonter les informations entre différentes sections. Et comme ça marche beaucoup mieux. D'accord, parce que alors, vous parlez d'une branche de dessinateurs. Du coup, en fait, lors du montage visuel de vos vidéos, les images proviennent directement de chez vous. On essaie à terme d'atteindre le 100% de création en interne, autant en montage, doublage, musique et vidéo. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Pour ce qui est des musiques, la plupart des vidéos sont composées par nos compositeurs en termes de musique, soit par Lil French, soit par Evil Goth. Pour les dessins, c'est un peu plus compliqué. Parce que des dessinateurs de talent passionnés et prêts à travailler bénévolement, ça court pas les rues. Donc, pour l'instant, la majorité des dessins sont trouvés sur Internet en libre de droit et les auteurs sont crédités. Mais on essaie de mettre un maximum de production de nos dessinateurs. D'accord. Et du coup, vous, personnellement, quel est votre rôle au sein de ce collectif? Eh bien, moi, j'ai eu la chance d'être venu au bon moment, d'être motivé, d'avoir fait force de proposition et d'avoir su me faire apprécier rapidement. Donc je suis devenu, par la force des choses, responsable de la branche de doublage. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une vidéo qui nécessite une partie doublée, c'est moi qui vais dire que oui, c'est une bonne idée de le doubler, qui vais sélectionner les voix qui correspondent le plus au personnage et qui vais distribuer les rôles. Ensuite, j'ai les doubleurs
vont faire leur ligne de doublage, me les proposer. Je vais dire oui, c'est bon ou non, c'est de la grosse merde, recommence enculé. Ah d'accord. J'arrive. On est sur ce genre J'ai d'ambiance. une réputation de tyran en interne, mais bon, je suis gentil donc ça passe. Ah Et une ben fois ça, que... apparemment, c'est pas vos subordonnés qui le disent. Oh, ils y sont plus ou moins contraints. Mais une fois que le doublage me convient, je le valide et je le transmets à l'équipe de montage pour que ce soit intégré. D'accord. Et vous-même, vous doublez parfois? Tout à fait. Alors, au tout début, quand c'était la mode anarchique, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, c'est qu'il y avait un doublage que j'avais fait qui était passé et qu'aujourd'hui je n'assume plus parce qu'il était une qualité médiocre. Mais vu qu'il y avait personne pour vérifier, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait des responsables pour vérifier individuellement ce que chacun fait. Donc quand c'est moi qui double, je demande à tous les doubleurs de me juger et de m'obliger à recommencer, à me fouetter jusqu'à ce que j'arrive à faire du contenu de qualité. D'accord. Et ils doivent s'en donner à cœur joie au vu de votre réputation. Ah bah ils se vengent. Très bien. Et du coup, au sein de cette chaîne, même si vous, apparemment, vous ne prenez pas vraiment toujours ce genre de décision vous-même, vous privilégiez un type de rapport ou de SCP en particulier? Alors, vu qu'on est souvent en contact avec des auteurs de la branche française, on a beaucoup de demandes et on essaie de faire en sorte de faire plus souvent des rapports français, c'est-à-dire de la branche FR, des SCP numéro-FR. Malheureusement, on n'y arrive pas autant qu'on voudrait. Sinon, il n'y a pas vraiment de restriction en termes de contenu. C'est juste qu'il faut que quelqu'un propose un rapport. Les responsables regardent si le rapport est intéressant. Si c'est le cas, bah, on l'adapte et on met des gens dessus. Alors, je parle souvent de rapports parce que c'est ce qu'on fait en majorité, mais on fait également des comptes qui sont sur un format différent et qui nécessitent beaucoup plus de doublage. D'accord. Et du coup, vous dites que vous décidez ensemble, enfin du moins dans la direction, si vous adaptez ou non du coup un rapport ou un compte. Mais sur quels critères vous basez? Comment vous décidez quel rapport vous allez adapter au final? Eh bien, vu que c'est n'importe quel membre du collectif est à même de proposer un rapport, soit parce qu'il l'a vu en suggestion des abonnés, soit parce qu'il a lui-même lu et l'a aimé. Et s'il arrive à bien défendre et à dire que oui, c'est un super rapport parce que si, parce que mi, il m'a plu pour ça, les responsables le lisent et il suffit qu'il y en ait un seul qui soit d'accord pour prendre la tête du projet, pour que le projet soit validé et que ça parte en production. Après, ça dépend également de la quantité de travail à faire. Mais sinon, c'est sur des critères purement subjectifs. Il n'y a pas une charte à remplir. D'accord. Donc pas en fait pas de critères privilégiés, ça se fait au ressenti. Tout à fait. Affect, très bien. Il me semble que vous l'avez dit un peu plus tôt, mais est-ce que vous pourriez repréciser, donc vous n'adaptez pas que des rapports de la branche française, il vous arrive parfois d'adapter des rapports d'autres branches? Oui, comme dit précédemment, les rapports de la branche française, on en a adapté peu. Trop peu au vu de ce qu'on aimerait faire, et on essaie d'en faire plus. Ce qu'on fait principalement, c'est les rapports de la branche principale, tout simplement parce que c'est les plus connus, donc c'est ceux dont on entend le plus facilement parler. Donc la Voilà. branche anglophone. La branche principale, c'est la branche anglophone, si j'ai compris. Alors, on peut l'appeler comme ça, mais vu que la branche internationale est écrite à la base en anglais pour être justement internationale, on préfère dire branche principale. D'ailleurs, il me semble que c'est le terme officiel de cette branche, mais je ne m'avancerai pas là-dessus. D'accord. Après, pour revenir aux autres trucs qu'on fait, ça nous arrive aussi de faire des SCP d'autres branches. Il me semble qu'on a dû faire un SCP, oui, on a fait un SCP de la branche allemande. Et on fait aussi des SCP de la branche joke, c'est-à-dire des SCP parodiques. Et on fait aussi beaucoup de contes qui ne sont pas présentés sous format rapport scientifique, mais qui sont présentés sous format de petites histoires qui s'inscrivent dans l'univers. Ça peut être des histoires de 5 lignes humoristiques, comme des canons de plusieurs chapitres qui pourraient faire remplir un livre à eux tout seuls. Ah oui, d'accord. Une petite question me vient comme ça, vous pouvez me dire non si c'est vraiment trop chiant, vous pourriez nous présenter rapidement un SCP que vous aimez bien? Ouh, alors j'ai un SCP que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est le doublage dont je suis le plus fier. Pas parce que c'est un doublage d'une qualité mirifique, non, il est classique et d'une qualité correcte mais sans plus, mon doublage. Et parce que c'est un rapport qui m'avait vraiment marqué et que j'avais adoré doubler.
C'est loin d'être le plus connu, mais c'est un CP que je trouve impactant. C'est SCP-3001. Alors pour faire simple, il faudra que je revienne ultérieurement sur la définition de un objet SCP parce que c'est vaste comme définition. Mais SCP-3001, pour faire simple, c'est rien. C'est littéralement le néant, une non-existence. C'est un espace situé entre deux dimensions. Et là où c'est intéressant d'un point de vue du rapport, c'est que c'est pas juste la description du rien, c'est les données audio qui vont avec. Parce que comment cet endroit a été découvert? Par quelqu'un qui s'est retrouvé piégé là. Un chercheur qui s'est retrouvé piégé dans cet espace où même la vérité n'existe pas, même la réalité n'existe pas, et qui a été bloqué ici, incapable de mourir parce que le concept de mort n'existe pas là. Il a été coincé pendant 2 ans et tout ce qu'on a récupéré de lui, c'est la cassette d'enregistrement de l'ordinateur qui était embarqué avec lui. Et on le voit qui essaie de s'échapper, qui essaie de comprendre, qui essaie d'analyser, puis petit à petit qui perd la raison, qui perd même la consistance de son corps, qui se passe à travers lui-même. C'est vraiment gore, poignant et horrible. Si vous avez le temps, je vous invite à aller regarder la vidéo, qui fait 1 heure dont 50 minutes de doublage, et que j'avais... à la fin du doublage, je tremblais parce que j'étais totalement impacté emporté par ce personnage. Eh bien, j'apprécierais un peu Tillian en effet, et puis j'en profiterai du coup pour mettre le lien en description, au cas où d'autres personnes seraient intéressées. En tout cas, la présentation vend du rêve, ça il faut le dire. Et du coup, voilà, maintenant je vais revenir sur la définition de ce que c'est un objet SCP, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de la fondation SCP sans même avoir défini ce qu'était un objet SCP, ce qui peut prêter à confusion. Un objet SCP, c'est un objet qui a besoin de procédures de confinement spéciales, ce qui signifie que c'est un objet, pour faire simple, paranormal. Là où ça devient intéressant, c'est que objet, c'est selon moi pas une définition correcte, parce que la définition correcte serait chose, parce que c'est objet au sens extrêmement large. Ça peut être, oui, littéralement un objet, tel une clé, une porte, voire une machine à café. Les plus connaisseurs ont des images de rapports SCP en tête qui leur viennent de suite, mais ça peut être également des lieux, tels des bâtiments, des écoles, ça peut être des événements, comme l'assassinat de Kennedy, qui est un objet SCP parce que cet événement est fixé dans le temps et qu'il y a tout plein de trucs paranormaux qui se déroulent autour. Ça peut être des souvenirs, un souvenir d'une petite fille que vous connaissez, qui était votre meilleure amie en primaire, et qui s'avère que ce souvenir est viral et affecte toute la population. Ça peut être des programmes informatiques, ça peut être même des concepts, ça peut même être des idées, comme par exemple un chiffre entre 6 et 7. On a manqué un chiffre et ce chiffre existe. C'est un objet SCP. Donc au final, ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Au final, c'est un peu tout et n'importe quoi, mais qui relève d'une activité paranormale. Tout à fait. Enfin, même ça, c'est pas forcément le cas, parce qu'il y a effectivement une classe spécifique qui est pas très connue d'objets SCP, qui est la classe expliquée, qui sont par exemple des choses qui ont été qualifiées comme objets SCP, comme anormales, mais qui ont été expliquées de manière rationnelle par la suite. Par exemple, la matière noire était initialement un objet SCP, jusqu'à ce qu'on réussisse à l'expliquer et faire une théorie scientifique valable sur ce que c'est. Même si c'est pas encore totalement expliqué, c'est du moins plus considéré comme paranormal. Par exemple, il y a également certains rapports un peu plus... disons qu'il se voulait un peu provocateur. Par exemple, le fait que, là tu n'as pas la monétisation de ta vidéo et je m'en excuse, mais le fait que les noirs veuillent avoir les mêmes droits que les blancs, c'était un objet SCP qui était considéré comme viral, et au final on se rend compte que c'était plutôt le chercheur qui avait une certaine idéologie et qui voulait pas que certaines choses changent. D'accord. Donc au final, même si c'est très déformé, il s'agit d'une adaptation très large de ce concept, la Fondation SCP reprend un peu le sens de cet adage qui dit que toute technologie suffisamment avancée ressemble à de la magie. Ça peut être le cas, effectivement, parce que il y a également de la technologie avancée, il y a des technologies aliens, d'autres dimensions, etc. Mais il y a aussi des technologies modernes ou moyenâgeuses, mais qui ont été retrouvées dans des grottes préhistoriques et qui n'avaient rien à y faire là. Il y a également
certains rapports qui parlent d'objets connus qui existent, mais qui sont étranges. Genre, je n'ai pas le nom exact, donc je compte sur toi pour l'afficher là actuellement dans le montage. Mais il y a un système d'engrenage et de roue crantée qui a été découvert dans une mer, qu'on ne sait pas à quoi ça sert et qui date de l'Antiquité, ce qui est surprenant parce qu'on ne pensait pas que les engrenages existaient déjà à cette époque-là. Oui, oui, je m'en rappelle, j'avais vu quelque chose comme ça, je sais plus où, mais ouais, une sorte d'horloge ultra précise avec plein de petits engrenages dans un navire, dans une épave de navire antique qui était beaucoup trop vieux pour ce type d'objet, ce qui a Tout à donné fait. lieu à plein de théories de voyage dans le temps sur Internet. Tout Et à du fait. coup, Eh bien, il y a une version SCP de cet objet-là. Sans compter qu'il y a d'accord. également tout plein de versions SCP de contes populaires comme le Loup-garou, Baba Yaga ou le Père Noël, qui sont des choses qui existent en tant qu'SCP. Après, il ne faut pas se dire que c'est une adaptation littérale du conte que vous connaissez. C'est repris et vraiment déformé. Par exemple, le Bigfoot, c'est pas juste un grand singe qu'on connaît pas dans version SCP. C'est une espèce qui existait déjà avant la race humaine, qui avait une civilisation, et que si on la regarde trop longtemps, on meurt parce qu'ils ont un virus mémétique. Là, je parle de mémétique, vous vous demandez ce que c'est. Mémétique, c'est un concept propre à de nombreux objets SCP, qui a été développé, à ma connaissance, uniquement dans la Fondation SCP, qui, disons qu'il y a les objets physiques, il y a les objets éthérés, et il y a les objets qui sont des idées, des concepts. Le langage, c'est mémétique. La pensée, c'est mémétique. Et certains objets SCP sont de nature mémétique. D'accord, donc qui relève plutôt pas De vraiment l'idée. pas vraiment de l'esprit, mais de l'intellect. De l'idée ou du concept. C'est un peu, pour reprendre les définitions d'Aristote, il me semble, il y a le monde physique et il y a le monde des idées. C'est pas Aristote, justement, Aristote a déconstruit cette idée-là, c'était Socrate et Platon. D'accord. Donc, pour en résumer très simple, ce serait une des définitions socratiennes du monde des idées, ce qui est la mémétique. D'accord. Oui, d'accord, très intéressant. À ce sujet, j'ai une vidéo qui en parle, mais c'est pas le moment pour ça. C'est bien pour ça que j'en parle. Eh ben, parfait, parfait. Euh, Très bien, très instructif. Nous allons revenir tout de même un petit peu sur l'organisation de la chaîne. Vous disiez que certaines personnes partaient du collectif, mais qu'aussi d'autres arrivaient. Faut-il des compétences particulières pour vous rejoindre? Alors, on a souvent des personnes qui demandent à rejoindre le collectif. Le problème, c'est que la majorité sont des doubleurs. Alors, bien que j'apprécie les personnes talentueuses qui viennent, on ne prend plus de doubleurs, en tout cas de doubleurs masculins. On a énormément de doubleurs et pas assez de travail pour eux, ce qui fait qu'il y a des gens très motivés et talentueux qui attendent des semaines, voire des mois avant d'avoir du travail. Et c'est une situation que je vais éviter. Par contre, on cherche toujours des doubleuses, on cherche énormément de monteurs et on cherche des dessinateurs talentueux. Donc on accepte ces personnes-là à condition qu'elles soient suffisamment douées dans ce qu'elles font, qu'elles aient au minimum 15 ans. Et pour cela, elles ont juste à venir sur notre Discord public et faire une petite présentation de leur travail dans l'onglet Nous rejoindre, en mettant des exemples de leur travail, parce qu'on reçoit tellement de candidatures que on peut pas aller demander individuellement à chaque personne de montrer leur dessin. Il faut montrer-nous ce que vous savez faire, et si ça D'accord. nous intéresse, on vous contactera. Tout ceci, vous parlez de travail, donc ça peut porter à confusion, on est d'accord, tout ceci est bénévole. Tout à fait. Ouais. Même si, en fait, on est une trentaine de membres, comme dit précédemment, et on est sur un créneau que YouTube n'aime pas trop monétiser. Donc, tous les membres, tous les membres, que ce soit les responsables, la nouvelle recrue ou même le fondateur, personne ne gagne le moindre centime dans la production de la chaîne. Cependant, on le traite de manière le plus professionnelle possible, parce que vu qu'on ne peut pas gagner de l'argent dessus, on a tous une volonté, c'est de pouvoir être fier de ce qu'on fait. Donc on refuse tous les travaux bâclés et on y va à fond de manière la plus sérieuse possible. C'est beau, la déontologie en 2020. Ouais, c'est rare surtout. Oui, c'est pour ça que c'est beau. Et oui. Euh, Du coup, je crois que vous avez déjà répondu à la question, mais du coup, sur la chaîne Archives Fondation SCP, il n'y a pas de rapport inédit, il n'y a que des adaptations. Absolument. Tout ce qu'on fait sur la chaîne, c'est de l'adaptation littérale et le plus souvent possible, mot pour mot, de rapports ou de contes existants. Il y a quelques exceptions quand même, comme par exemple la fois où on avait fait une vidéo parlant de Siren Head, parce que tout le monde nous le réclamait, sauf qu'on ne pouvait pas avoir de contenu
sur le site sur Sirened, parce que ce n'est pas un SCP, bordel de merde. Et il y a également une fois où on a fait une petite vidéo animée sans dialogue, mais tirée d'un rapport à nouveau. Mais D'accord. nous ne créons pas sur la chaîne. Après, certains membres du collectif sont des auteurs sur la branche française et ont rédigé leur propre rapport, qui est à ce nouveau rapport que à ce moment-là on a adapté sur la chaîne. D'accord. Donc il y a tout de même cette possibilité qui reste ouverte, Tout à fait. même si c'est pas la vocation. D'accord. Euh, Parlons maintenant plutôt communauté. Comment évolue-t-elle et est-ce que vous constatez une augmentation de son activité? Eh bien, on a atteint les 50 000 abonnés cet été. Et Mhm. depuis, ça progresse très vite. On est maintenant à 53 500. On a une très forte progression. C'est sûrement dû au fait qu'avant les vacances d'été, on a réussi à atteindre le rythme de une vidéo par semaine. On l'a maintenu pendant 1 ou 2 mois. Là, on est à nouveau une petite période molle, mais ça va repartir, ne vous inquiétez pas. Mais sinon, la communauté, oui, on a 50 000 abonnés, ça monte. Les gens sont globalement, dans l'ensemble, très sympathiques, très enthousiastes. Et sur le Discord public, on a des conversations très souvent intéressantes et des débats sur la nature de certains SCP. D'accord. L'univers SCP brosse large, de l'horreur au comique, en passant par la fantasy, la science-fiction et la mythologie. De votre expérience personnelle, qu'est-ce qui est le plus populaire? Ouf. Je dirais que le plus populaire, c'est les rapports les plus connus, les plus classiques, comme 682, 173, le Docteur, etc. C'est les plus connus parce que c'est sûrement les premiers à avoir été créés et parce qu'il y a une grosse engouement autour de ces personnages-là. Mais pour les personnes qui s'intéressent un peu plus au lore et qui ont lu au minimum quelques dizaines de pages histoire de se faire un avis et qu'on peut creuser la surface du site, effectivement, il y a tout. Il y a des rapports tristes, il y a des rapports qui drôles, il y a des rapports qui... Il y a même des rapports sur des principes scientifiques. Par exemple, il y a un SCP qui est une boîte dans laquelle on peut manipuler les forces primaires avec un grand F. Il me semble que c'est l'interaction forte, l'interaction faible, et j'ai oublié les autres. Je ne suis pas astrophysicien. Les deux forces nucléaires, donc l'électromagnétisme et la gravité. Voilà. Et on se dit que s'il y a des rapports qui sont poussés et apparemment exacts là-dessus, du moins si c'était possible de modifier ces forces-là, on se dit qu'on peut vraiment trouver de tout. On a des rapports ultra détaillés sur des sujets spécifiques en botanique, et il y en a d'autres qui sont sous forme de récit. Il y en a qui brisent les codes. Il y a même des rapports qui sont sous forme de jeux vidéo. Donc, D'accord. il y a de tout pour plaire. Après, ce qui plaît le plus, ce qui est un peu dommage, c'est que la Fondation SCP a la réputation d'être un truc d'horreur. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est juste des rapports qui font peur, qui tombent sur le site, et qui voient des rapports qui sont pas effrayants, et qui disent ouais, c'est de la merde, ça fait peur qu'à des gamins de 12 ans. Non, le but de la Fondation SCP, c'est de parler de paranormal, de traiter le paranormal, de vous faire rêver, de vous faire questionner, de vous faire rire, de vous faire ressentir des émotions, en somme. Donc, effectivement, le plus populaire sont les rapports horrifiques, mais franchement, selon la personnalité, le type de rapport qui vous plaira, ça dépend vraiment de vous. D'accord. Et vous, personnellement, quel genre vous plaît le plus? Les rapports qui contiennent beaucoup de drama. Parce que moi, j'aime bien quand on s'attache à des personnages et qu'on souffre pour eux parce qu'ils meurent. Ça peut paraître sadique, mais on est tellement habitué à des films où personne ne meurt parce que s'il meurt, bah, il ressuscite au film d'après, etc. Avengers, je te regarde très fort. Au final, quand quelqu'un meurt vraiment, quand il arrive vraiment quelque chose d'horrible à un personnage à qui on s'attache, c'est quelque chose de rare, d'inédit et que j'aime beaucoup. Donc les rapports qui parlent d'un endroit où il y a un rapport d'exploration, où on suit un personnage pendant un petit moment et qu'on le suit dans sa folie, dans ses souffrances, dans sa mort, etc. Ce sont les rapports qui me plaisent le plus. J'avais parlé de 3001 précédemment, mais il y a un autre rapport qui me plaît beaucoup. C'est un rapport qui, en réactualisant la page, se modifie et qui parle d'une personne qui a été capturée dans une dimension parallèle où il y a une créature qui la poursuit et qui se nourrit de sa mémoire. Et au fil des rapports que la personne écrit pour essayer de se souvenir, non seulement on apprend plus de choses sur l'entité, mais en même temps, on se rend compte que le personnage oublie des choses jusqu'au final n'être plus rien, n'être plus qu'une page vide.
Et ça, franchement, c'est beau, c'est émouvant. Et c'est ce genre de rapport que j'adore. Rapport et compte aussi, parce que on l'oublie souvent, mais la Fondation SCP contient énormément de contes, de récits qui se placent dans l'univers de la Fondation. Il y a des rapports qui vraiment vous font couler des larmes aux yeux. Les rapports, enfin, pardon, des contes qui vous font pleurer, quoi. Par exemple, des contes qui parlent d'un père expliquant à son fils pourquoi sa mère est morte, et on apprend au final que le père travaille à la Fondation et que sa mère travaillait à la Fondation aussi. Des contes très émouvants, quoi. D'accord. Et des comptes et des rapports de ce type, il y en a sur la chaîne? Oui. Ah bah, vu que je fais partie des personnes qui sont susceptibles d'accepter ou non des rapports, des comptes adaptateurs vidéo, de temps en temps, je me fais plaisir et j'en ajoute un. J'essaie de le faire modérément parce qu'il faut que tout le monde puisse proposer des idées et qu'on ne surcharge pas les monteurs sous une énorme charge de travail. Mais de temps en temps, j'en mets un. D'accord, intéressant. Eh bien, voilà qui donne envie d'aller voir, parce que en effet, vous en parlez avec passion et on voit où se porte votre intérêt pour cet univers, comme quoi un univers quand même particulièrement riche. Euh, Extrêmement riche. Surprenamment riche même. on va revenir tout de même rapidement sur la chaîne en tant que telle. Comment voyez-vous l'avenir de cette chaîne et de la fondation en général dans un second temps? Ouf, alors il faut bien séparer les deux parce que la chaîne n'est absolument Oui, pas la oui. fondation. Oui, Bien la que chaîne dans un certains... premier temps, la fondation dans un second temps. On est Oui, d'accord. clairement, mais je précise parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont persuadées que nous sommes la chaîne officielle de la fondation en France ou que c'est nous qui écrivons nous-mêmes les rapports. Ce n'est pas nous et on n'est pas officiel. Pour la petite histoire, il y a une chaîne officielle de la branche française qui ne contient que des vidéos trolls parce qu'elle est sortie le 1er avril et qu'après ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur quoi mettre dessus. Donc la chaîne est morte. Ce qui Ah, est assez comique. bah ça c'est assez dommage tout de même pour une chaîne officielle d'un tel mouvement culturel, c'est pas Ça aurait banal pu quand même. faire de grandes choses, mais le problème c'est qu'à partir du moment qu'il y a une organisation de production de vidéos, il faut valider des choses. Et déjà que c'est suffisamment compliqué de publier un rapport sur le site de la fondation parce que les gens sont exigeants et demandent plein de relectures et de corrections, c'est pas une critique, c'est très bien. Mais c'est juste qu'on se dit que pour faire une vidéo qui demande des heures de montage, le nombre de retouches à faire aurait été tellement hallucinant que je ne pense pas qu'il y aurait une forte production. Oui, mais vous au final vous y arrivez, vous êtes fonctionnel, vous êtes productif, il n'y aurait pas moyen que vous vous officialisez du point de vue de la fondation? Alors, ce serait possible, je pense, si on poussait un peu, mais ce n'est pas ce qu'on veut. On préfère être plutôt une vitrine de la branche française de la Fondation, mais on veut pas être les représentants officiels ou quoi que ce soit. On- Voilà, je suppose par souci d'indépendance pour garder une certaine liberté. Entre autres, après, il n'y a pas vraiment du moins, je ne fais pas vraiment partie active des écrivains, donc je ne pense pas me tromper, mais il n'y a pas de gros conseils de dirigeants de la branche française et chacun est libre de proposer ce qu'il veut. Donc ça ne devrait pas changer grand-chose. Cependant, vu qu'à chaque fois qu'on discute avec des représentants de la branche française, on se fait un peu taper sur les doigts parce qu'on ne fait pas assez de rapports de la branche française, justement, il y aurait sûrement des conflits d'intérêts, donc on préfère rester indépendant. À la place, on préfère essayer de mettre en place des événements. Cette année, on avait essayé de monter une petite convention, de rejoindre une convention style TGS, Paris Manga, etc., dans laquelle on aurait le stand Archive Fondation SCP, on aurait pu contacter les organisateurs et se présenter en tant que chaîne YouTube et avoir le statut d'invité, mais également inviter des écrivains, des auteurs, etc. Vu qu'ils ne sont pas une organisation, parce que s'ils étaient une vraie organisation, ils devraient avoir une trésorerie et là, il y aurait des conflits. Je vois, ouais. Donc on serait plutôt organisateur d'événements pour la branche française, mais on ne serait pas la représentation officielle de la branche française. D'accord. Puis c'est vrai que cette année, les Oui, conventions, c'est un peu c'est pour ça que ça s'est compliqué. pas fait, hein. Oui, oui, je me doute que cette année, convention, c'est compliqué. Vu que c'est un D'ailleurs, projet annulé, c'est pour ça que j'ai pu en parler. Et je sinon, vais me j'ai permettre, fait un gros hors sujet. Si non, tu non, mais veux je vais me que permettre aussi Vas-y. une digression rapidement, tant qu'on est là-dessus. Euh,
Parlons Covid. Ça a été intégré à l'univers SCP. Est-ce qu'il y a des un ou plusieurs SCP qui ont rapport avec ça? Alors, comme dit plus tôt, il y a certains membres du collectif qui font partie des écrivains, donc qui ont les échos des blogs ou du Discord d'écrivains. Moi, je ne suis pas du tout dans l'écriture, donc j'ai juste les échos de ce qui se dit. Mais effectivement, des SCP inspirés par la crise du Covid ou justifiant le Covid, il y en a eu tout plein qui ont été proposés. Ils n'ont pas été acceptés parce que justement, il y en avait trop. Mais c'est comme il y a eu le tsunami de Fukushima, il y a eu une bonne dizaine de rapports qui ont été écrits et qui en fait parlent d'une grosse entité qui a fait des dégâts et on comprend que les dégâts sont le tsunami en question. Ce qui fait que maintenant c'est très limité et très encadré de faire des rapports qui ont lieu, qui parlent de catastrophes naturelles en cours. D'accord. Surtout que, bon, au final, la pandémie n'est pas encore tout à fait finie, donc il est peut-être un peu tôt pour pondre des rapports complets sur le sujet. Après, des rapports parlant de virus qui se propagent ou d'objets SCP qui pourraient être confinés avec un confinement tel qu'il est appliqué en France, il y en avait déjà des tas. Ce qui a été sujet à de nombreuses blagues pendant la pandémie. Je vois, j'imagine bien. Mais du coup, en effet, il y a eu digression sur digression. Au final, comment voyez-vous l'avenir de la chaîne? Eh bien, l'avenir de la chaîne, on espère avoir plus de monteurs, donc avoir une meilleure production. Peut-être à terme atteindre enfin de manière fixe et continue dans le temps le rythme de un rapport par semaine. On avait réussi à l'atteindre, mais on l'avait arrêté au bout d'un moment parce qu'à la fin on était tellement dans l'optique de garder le rythme qu'on s'était autorisé à faire des rapports qui étaient d'une qualité doutable. Donc on s'est dit bon, on prend une pause, on prend le temps de faire des vidéos plus longues mais de meilleure qualité. Mais oui, dans l'avenir de la chaîne, on espère pouvoir avoir une production plus rapide, mais tout en conservant la qualité actuelle, voire s'améliorer. Et comme je l'avais dit plus tôt, à terme, avoir une production 100% interne, que ce soit musique ou dessin. Pour l'instant, tout le montage est de nous, tout l'audio parlé est de nous, une partie de la musique est de nous. On aimerait bien atteindre les 100% à terme. D'accord, un très beau projet. Et du coup, de façon beaucoup plus générale, est-ce que vous avez une vision sur l'avenir de la fondation? Bien, vu que je ne suis pas moi-même écrivain, je ne me permettrai pas de parler directement de ce que j'aimerais d'une vision pour le site, mais j'aimerais que ce soit plus populaire, ce qui a l'air plutôt bien parti. J'aimerais que YouTube arrête de mettre dans le placard les contenus creepypasta parce que en ce moment, et que ce soit pour nous ou pour n'importe quelle chaîne de creepypasta, ce contenu n'est pas du tout mis en avant et même plutôt caché, ce qui est plutôt étonnant vu qu'on est bientôt à Halloween. Mais j'aimerais, oui, voilà, c'est ça. Tout simplement que ce soit plus populaire, qu'il y ait plus de personnes qui s'y intéressent et que ça devienne un sujet de conversation comme un autre. D'accord. Et du coup, on a beaucoup parlé en effet du coup de l'avenir de la chaîne, mais est-ce que plus précisément, outre cette augmentation de la production, il y a des projets pour l'avenir? Est-ce que la chaîne vise par exemple de nouveaux formats de vidéos, de nouveaux événements, ce genre de choses que vous auriez le droit de nous dire aujourd'hui? Alors, on a quelques projets secrets, dont certains très gros qui ne verront pas le jour avant un an ou deux. Mais on va toujours rester dans l'optique de adaptation stricte de rapports. Mais effectivement, que je peux révéler, parce que c'est pas vraiment un secret, mais on espère un jour pouvoir avoir suffisamment d'organisation pour pouvoir faire des courts-métrages tirés de rapports d'exploration ou d'interviews de SCP, par exemple, ça pourrait être très intéressant. Et sinon, directement sur la chaîne, on n'a pas vraiment de projet que je peux me permettre de révéler. D'accord, donc moi je crois que j'en ai fini pour la partie SCP, mais rapidement, est-ce que vous voudriez qu'on reparle de votre chaîne personnelle? Ben oui, pourquoi pas. Très bien, eh bien déjà présentez-nous votre chaîne, allez-y, faites votre promo. Alors, ma chaîne contient 90% de contenu que je n'assume plus vraiment. Parce qu'avant, c'était une petite chaîne fourre-tout de quand j'étais un peu plus jeune, dirons-nous.
Mais il y avait deux, trois concepts que j'aimais bien, comme j'ai tenté de faire des live débats qui aujourd'hui sont devenus un peu cringe, mais j'avais également pu faire une interview d'une personne que j'admire énormément. Mais là, je relance ma chaîne avec un petit concept toujours en rapport avec le paranormal. C'est l'adaptation de chroniques que j'écris sur le Discord public d'Archives Fondation SCP. Des chroniques qui ont pour but d'amener les gens au doute. Ça parle de faits réels, mais qu'on pourrait qualifier de prime abord de paranormal, avec des explications scientifiques, mais présentées de manière effectivement un petit peu tendancieuse, de manière à sous-entendre que c'est pas normal, alors qu'en réalité, si, c'est normal. Le but, c'est pas de détruire le paranormal, c'est pas de pousser les gens à croire au paranormal. Le but, c'est de pousser les gens à réfléchir et à douter. C'est très intéressant. Vous pourriez citer un exemple? Eh bien, pour l'instant, il n'y a qu'une seule vidéo de ce genre-là qui sont sorties. Il y en a d'autres qui sont en préparation. Je parle de... cette vidéo s'appelle Lueur bleue et qui parle d'un homme qui a été exposé à des quantités de radiation beaucoup plus élevées que ce que n'importe qui a déjà été exposé. Ce qui fait que, ce qui fait que c'est un peu paranormal, c'est que cette personne a survécu pendant plusieurs dizaines de jours, alors qu'il en était un état tel que ses organes étaient réduits en bouillie et que sa chair se décollait de ses os. Comment quelqu'un peut être encore en vie dans cet état-là? Eh bien, allez voir la vidéo pour en savoir plus. Je vois, pas le genre de contenu à mettre entre toutes les mains, je suppose. Alors, pour cette vidéo-là, oui, mais les prochaines vidéos seront un peu plus soft. Ça parlera de robots à la limite du vivant, d'arbres qui dansent ou ce genre de choses. Et ça arrive quand tout ça? Bien, quand j'ai la motivation. Donc, initialement, j'ai plusieurs rapports qui ont déjà, enfin, plusieurs chroniques qui ont déjà été écrites sur le Discord d'Archives Fondation ACP. Et certaines chroniques qui me plaisent particulièrement et que je pense qu'ils pourraient être bien adaptées en vidéo seront réécrites, montées et publiées sur ma chaîne. Je vais essayer d'avoir un rythme d'à peu près une vidéo tous les mois ou tous les 2 mois. D'accord. Et puisqu'on a parlé des projets pour l'avenir de la chaîne, enfin du collectif, la même question se pose pour votre chaîne personnelle, à savoir est-ce qu'il y a des projets ou des évolutions prévues pour un avenir plus ou moins lointain? Eh bien, comme je l'ai dit, arrêter de faire le contenu de remplissage que je faisais avant et me mettre sérieusement à ces petites chroniques. Sérieusement, c'est-à-dire en restant à un rythme de une vidéo tous les mois, tous les 2 mois, ou c'est-à-dire augmenter également un peu la production? Bien, vu que pour l'instant il n'y a qu'une seule vidéo qui a été sortie, on peut pas vraiment parler de rythme actuel, mais j'espère pouvoir cette année sortir une vidéo tous les mois. D'accord. Eh bien, merci Gaios d'avoir accepté cette interview. Nous avons fini pour ce soir. C'était un plaisir de vous recevoir. Un mot de la fin peut-être? Tubercule. Voilà qui conclut cette seconde édition de l'émission du soir. Du coup, n'hésitez pas à commenter pour revenir sur ce qui a été dit. Abonnez-vous à Production Lit pour voir les prochaines éditions. Allez vous abonner à Archives Fondation SCP pour explorer plus en profondeur cet univers passionnant. C'était Articula Oblivion et Gaios pour l'émission du soir. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Et en parlant de tubercule, il existe un excellent rapport SCP sur un sac à patates.